Le plus célèbre des paléontologues, professeur émérite au Collège de France, Yves Coppens publie ses mémoires « Origine de l'homme, origine d'un homme » chez Odile Jacob. C'est un document exceptionnel parce qu'il raconte votre vie, il raconte votre passion, Yves Coppens, cette passion que vous faites partager partout dans le monde depuis si longtemps. On vous avait surnommé Ariel en Afrique. Ça veut dire quoi, Ariel? Écoutez, j'étais très inquiet parce que c'est le nom qu'on donne à une gazelle. Oui. Or, j'avais beau me regarder, j'avais pas de glace, mais dans mes rétroviseurs de camion. Une grande gazelle en plus. Hein? Oui, la gazelle Adama, oui, elle est grande. Parce qu'il y a une petite aussi dans le coin qui s'appelle gazelle Dorcas, donc c'est la grande. Et puis, petit à petit, j'ai appris que... J'ai pas osé leur demander à mes Africains. J'ai appris que c'était parce que je fouillais torse nu. Et comme je fouillais torse nu, j'étais bronzé dans le dos et tout blanc sur la poitrine. Voilà. Comme une gazelle. Et la gazelle, elle est bonne. Et au Collège de France, on vous a surnommé plutôt d'un nom d'un grand singe. Oui, c'est-à-dire que là, c'est une question d'autorité, en quelque sorte. Je ne l'ai pas su directement non plus, hein, les gens ne vous le disent pas. Mais j'ai su qu'une élève, une étudiante qui voulait faire une mission, avait dit au secrétariat, il faut que je le demande à Dogri. Et donc, un des étudiants est venu me voir en disant, vous savez comment on vous appelle? Je dis non, Dogri. Et il se trouve que Dogri ou dos argenté, c'est le nom qu'on donne aux vieux mâles gorilles dominants. Dominant. Alors voici le gorille mâle dominant que j'ai en face de moi, Yves Coppens. On est en 1974. C'est un événement qui va marquer toute votre vie, vous faire entrer dans la légende, parce que vous découvrez Lucie. Vous vous souvenez de cet instant, de l'émotion? Forcément, oui. Mais l'émotion, je vais vous décevoir, elle a été progressive. Parce que dès l'année précédente, dès 1973, on avait trouvé des restes d'hominidés, des gens de notre famille, du même âge. Et on avait trouvé un genou, un morceau de fémur, un morceau de tibia, avec l'articulation. Et je l'avais appelé le genou de Claire. Mais Claire n'a pas fait long feu, puisqu'on a trouvé Lucie dès l'année suivante. C'est-à-dire qu'au lieu d'un genou, cette fois-là, avec Lucie, on a trouvé suffisamment d'éléments pour reconstituer 40% du squelette. Oui, c'est-à-dire 52 ossements. 52 Il vous en oui. aurait fallu combien pour avoir le squelette entier? 206, comme le vôtre. Oui. Comme le mien. Enfin, j'ai pas vu 52 ossements, c'est extraordinaire. Je n'ai pas vu votre radiographie, mais c'est extraordinaire, mais on a fait mieux depuis, hein. J'ai un collègue sud-africain qui s'appelle Ronald Clark, et il a trouvé un petit squelette du même âge, hein, 3 millions 4 même, un peu plus ancien peut-être, et qui aurait 98% de son squelette. Oui, alors cette Lucie, elle mesure quoi, 1 mètre de haut? Ah oui, elle n'est pas grande. Alors, oui. vous la décrivez, hein, c'est vrai qu'elle a un genou qui avait une grande rotation, elle a les chevilles instables, elle a un gros orteil divergent, elle a les doigts incurvés, elle n'est pas super sexy, hein? Pour nous, non, mais pour les jeunes australopithèques de l'époque, si. Oui, vous pensez ça, hein? C'est-à-dire que l'esthétique dépend des époques, hein. Et bien sûr qu'aujourd'hui... Vous savez, il y a quand même quelque chose de drôle, c'est qu'un jour, dans mon laboratoire, moi, je faisais évidemment faire des séminaires aux jeunes gens qui faisaient des thèses. Et la jeune femme qui faisait une thèse sur le bassin, sur le bassin de Lucie, est venue nous en parler et nous a dit le plus sérieusement du monde que le bassin, en fait, était tel que les muscles ne devaient pas faire à cet arrière-train de véritables fesses. Autrement dit, l'arrière-train de Lucie, ce n'était pas les fesses d'une jeune préhumaine, c'était les fesses d'un singe, en quelque sorte, d'une guenon. Elle est un peu les fesses plates. D'ailleurs, vous tenez beaucoup à ce terme de préhumain. Oui, mais ce que je vais vous dire là, c'est qu'il y a eu une morosité dans mon labo par la suite. C'est drôle parce que tout le monde avait sûrement imaginé Lucie d'une autre manière et la science devrait être froide, quoi. Oui. Mais le fait que Lucie n'ait pas de fesses, ça a désespéré mon labo. Par contre, vous avez tenu à surnommer Lucie la hanche de l'Afrique. Oui, je trouve ça plus joli, quoi. Regardez la carte de l'Afrique, évidemment, la hanche, elle est un petit peu pointue. Mais si on l'imagine l'Afrique comme un personnage, c'est quand même là que se situe la hanche. Et c'est plus joli que la corne. Évidemment, ça ressemble à une espèce de petite corne sur le côté, mais c'est pas beau. Mais comme c'est le berceau, c'est un morceau du berceau de l'humanité,
c'est mieux de l'appeler la hanche. Non? Oui, et c'était bien de l'appeler Lucie. Alors ça, c'est une Américaine qui a l'idée de la chanson des Beatles. Oui, on recevait bien sûr beaucoup de jeunes gens sur le terrain qui étaient soit des amis qui nous aidaient, pas beaucoup, mais un petit peu. Je ne dis pas qu'ils nous aidaient pas beaucoup, mais pas beaucoup d'amis qui n'étaient pas spécialistes. Et puis beaucoup de jeunes gens qui étaient spécialistes de différents groupes animaux ou humains. Et donc on était sur le terrain dans cette région-là une petite trentaine, quoi. Et cette année-là, 74, parmi ces gens, parmi ces invités, il y avait cette jeune rousse, je me rappelle, cette jeune rousse américaine qui a eu cette idée géniale d'accrocher le nom à un personnage que l'on avait appelé AL288, quand même. C'est pas terrible, ouais. Alors ça, pour le coup, c'était pas du tout sexy. Hein. Lucy in the Sky with Diamond, c'est beaucoup mieux. Hein. Et vous dites, c'est pas vraiment la grand-mère de l'humanité. Oui, vous n'êtes pas trop là-dessus, hein, Yves Coppens. C'est pour ça que d'abord, je l'appelle préhumaine. On en parlait, vous m'en parliez. Elle a 3,2 millions d'années. 3 200 000 ans, oui. C'est pour ça que je l'appelle préhumaine, parce que les humains, c'est autre chose. Les humains se transforment par le cerveau, les dents, la respiration, pour des questions d'adaptation à changement climatique. Et donc, elle précède ça. Et comme elle précède ça, elle n'est pas véritablement humaine, elle est préhumaine. Mais bien sûr, il faut un préhumain à l'origine des humains, ça va de soi. Donc, il y a bien un ancêtre quelque part. Mais elle me semble encore trop grimpeuse, si je puis dire. C'est son défaut. Comme vous l'avez décrite tout à l'heure, elle est quand même très adaptée au grimper, avec ses doigts un peu crochus pour attraper les branches. Et l'homme, hein. Oui, ouais. C'est ça, oui. Enfin, elle est plus près de l'homme, mais comme elle grimpe, elle a encore toute l'adaptation au grimper, alors que les premiers humains ont perdu ça. En tous les cas, c'est une star maintenant, star planétaire, des films, des BD, des livres, Lucie, des romans. Oui, c'est drôle. Hein. Comme elle est devenue symbole, je reçois, pas très souvent, mais il n'y a pas longtemps, j'ai reçu encore un poème sur Lucie, de quelqu'un comme ça, je ne dis pas anonyme, parce que c'est quelqu'un qui a signé, mais par amour de Lucie. Quelquefois, lorsque je signe des livres, il y a des jeunes femmes, qui viennent me dire, vous savez, j'ai appelé ma fille Lucie, en hommage à votre Lucie, ou bien des dames un peu plus âgées qui me disent « j'ai été appelée Lucie », parce qu'à la longue, elles sont plus jeunes, à force d'être jeunes, elles sont plus jeunes. Donc il y a plusieurs générations de Lucie maintenant, grâce ou à cause de Lucie. Quand je serai grand, je serai soldat nègre. Oui. Ça, c'était ce que vous écriviez dans votre cahier d'enfant. Vous racontez ça. Oui. Vous étiez en Bretagne, dans une région évidemment extraordinaire au niveau des découvertes. Mais vous aviez envie de voyage, vous aviez envie de découverte. Oui, sûrement, oui. Alors, je cherche ça aussi dans mes souvenirs, pourquoi j'avais envie de bouger. Il y a des gens, des jeunes qui n'ont pas envie de bouger du tout. Moi-même, parfois, dans mes élèves, dans mes étudiants, j'ai eu de la peine à en faire bouger certains, à en faire venir certains sur le terrain, quoi. Il y a quand même un confort et une stabilité qui, quelquefois, est embêtante, difficile à remuer. Moi, j'avais envie de remuer, beaucoup envie de remuer. Vous aviez d'avoir un musée qui vous fascine. Vous alliez vous acheter des pièces romaines. Oui. Vous mettiez tout ça dans des petites boîtes d'allumettes. Vous voyez, sur les deux facettes, quoi. J'avais peut-être d'autres facettes, mais il y avait en tout cas une facette incontestablement orientée vers les monnaies dont vous parlez, c'est-à-dire l'archéologie, choses anciennes, et puis une autre facette orientée incontestablement vers les voyages, d'où cet espoir ce désespoir de ne pas être noir. Oui, vous dites, j'aurais voulu être noir. Et alors, vous regardez, il y a une île en face, vous dites, pour moi, c'était comme une malle au trésor. Je voulais y aller, il y a des chalutiers pêcheurs qui vous y emmènent passer la journée, et vous cherchez partout, vous grattez la terre. Cette petite île, c'est joli, vous savez, ça s'appelle Téviec. Et elle est difficile à atteindre, elle est pas loin du continent. Elle est au niveau de la presqu'île de Quiberon. Et elle n'est pas loin du continent, mais c'est la côte un peu rude, la côte ouest, qui est bien exposée au vent. Les vagues sont toujours très importantes. Il y a toujours, d'ailleurs, des drames sur cette côte-là, parce que des gens s'y noient. Et j'ai eu de la peine à convaincre un patron de chalutier de m'y emmener, d'autant plus qu'il n'y a pas de cale.
il n'y a pas d'endroit où installer le bateau. Donc il faut que le bateau vienne au large. Vous n'êtes même pas sûr qu'ils viennent vous rechercher le soir, hein? Ben, forcément, ça dépend du temps, ça dépend de la température, et puis surtout de la mer, et puis surtout du vent, enfin, etc. Oui. Alors, vous découvrez des dolmens, des menhirs. Vous racontez un jour, vous enlevez les pierres qui sont accumulées à l'intérieur d'une sépulture, et là, vous lui rendez la lumière, et vous dites « je pousse un cri de joie ». Oui, c'était drôle. Il y avait, enfin, on a eu affaire en fouille à 4 petits murs, si vous voulez, c'est tout. Donc les 4 petits murs, ça fait un trou entre les murs. Et les trous, on l'a vidé, il n'y avait pas grand-chose dedans. Et puis on a sondé les murs, et un des 4 sonnait le creux, quoi, était vide. Donc on a aménagé une sorte de petit guichet. C'est moi qui suis passé dedans. Mettez-vous à ma place, quoi. J'avais 20 ans. Et je me suis trouvé dans une coupole, sous une coupole de granit. C'est d'ailleurs le titre d'un de mes chapitres. Et cette coupole de granit, c'était en encorbellement. Vous voyez, les pierres comme ça, si vous mettez des pierres comme ça, ça finit par faire une voûte. Ceci dit, je risquais de la prendre sur le crâne, quand même. Ma carrière aurait pu s'arrêter là. C'était somptueux, quoi. C'était somptueux. Et dolmen, menhir sont des termes qui vont s'imposer à travers le monde. Ensuite, vous rentrez à la Sorbonne, vous réussissez à convaincre un professeur de paléontologie. Puis un jour, on vous apprend une grande nouvelle, on vous dit Micheline est décédée. Micheline, voilà. Et pour vous, c'est une grande et bonne nouvelle. Oui. Vous voyez, que de femmes dans ma vie, vous voyez. Micheline, Lucie, oui. Qui était Micheline? Alors, Micheline, c'était une éléphante d'Asie morte à Vincennes, morte aux zoo de Vincennes. Oui. Et comme tous ces cadavres qui meurent aux zoos sont envoyés de manière un peu systématique au laboratoire d'anatomie comparée pour dissection éventuelle ou pas, évidemment, le laboratoire d'anatomie comparée, il est fait pour ça. Hein. Et ce cadavre est arrivé dans ce laboratoire. Comme je m'occupais de ces bêtes à trompe, le patron du laboratoire, qui s'appelait Jacques Millot, m'avait envoyé un télégramme, parce que j'étais en Bretagne, en fait. Éléphant mort, venir d'urgence. Personne n'a pris ça au sérieux, sauf moi, parce que je savais bien ce que ça voulait dire. Et donc, j'ai disséqué, j'ai découpé Micheline. Vous l'avez coupé en 6 morceaux, et vous dites, cette dissection a été une grande joie pour moi. Ah oui, c'était un plaisir, oui. C'était un grand plaisir, oui. J'aimais bien découper, et là, j'avais de quoi découper, vraiment. J'ai travaillé 3 mois là-dessus, quand même. Hein. 3 mois sur Micheline, c'est quand même quelque chose. Parce que Micheline, c'était la porte ouverte sur les mammouths. Oui, parce qu'après, vous allez reconstituer votre premier squelette de mammouth. Ben, c'est simple à comprendre. Avec Micheline, j'allais de la forme des muscles, de l'allure de la musculature à l'os et du coup au modelé de l'os. Et quand j'arrivais au fossile, je n'avais que l'os. Donc j'allais de l'os et de son modelé, de ses reliefs et de ses creux et de ses bosses, à la reconstitution de la chair. De la chair à l'os et de l'os à la chair. D'où l'intérêt de découper. Donc vous allez reconstituer des squelettes de mammouth. Ça, c'est un travail de fou. Vous allez même faire traverser un mammouth à travers Paris jusqu'à la maison de la radio. Ah oui, il était beau, oui. Il était installé au premier étage. Là, quand on passait avec Kennedy, on voyait ces superbes défenses. Et c'était une exposition, vous savez, de créateurs. Alors, en l'occurrence, j'étais classé parmi les sculpteurs. Et j'ai eu, avec quelqu'un d'autre quand même, il y a eu quand même quelqu'un d'autre, mais j'ai eu le premier prix. Enfin, j'ai eu un des 2 premiers prix, quoi. Oui, quel extraordinaire souvenir que votre découverte de l'Afrique. On va d'ailleurs vous surnommer l'homme du Tchad. Avant d'être le père de Lucie, vous êtes l'homme du Tchad. J'étais très attiré par l'Afrique, si bien que j'en avais tellement rêvé que lorsque je l'ai vu, j'aurais pu être déçu, et ça a été tout à fait le contraire. J'étais tout à fait bien, tout à fait heureux. Et vous savez, l'Afrique, c'est plein d'odeurs, de senteurs, de couleurs, de bruits, de chaleur aussi. Ouais. Et tout ça était vraiment tout à fait envoûtant, et je ne m'en suis jamais lassé, quoi. Ouais. Un jour, vous découvrez un crâne qui va devenir le symbole de l'unité de la nation. C'est quand même incroyable, hein, un crâne. Oui, ben ça, c'est de notre faute. Hein. On a découpé l'Afrique, les Français, les Anglais, un petit peu les Allemands, un petit peu les Portugais, en morceaux, et en fonction
des idées de la colonisation, et ce n'est pas très brillant, parce qu'on n'a souvent pas tenu compte des populations qui habitaient cette Afrique, qui sont essentielles. Il faut commencer par là, normalement. Et donc, les pays ont eu ensuite, enfin, ils ont gardé forcément leurs frontières, ces pays, et ils ont eu de la peine à faire comprendre à différentes ethnies qui n'avaient pas grand-chose à voir ensemble, à leur faire comprendre qu'ils faisaient partie d'un même pays. C'est ce crâne, finalement, qui les réunit, ce pays a une qui fondation. réunit l'unité. C'est ça, c'est le père de... Oui. J'ai trouvé le père de la nation tchadienne. C'est merveilleux. C'était c'était avant Lucie. Mais finalement, oui. on avait trouvé aussi une dent de 6 millions d'années avant Lucie. Oui, c'est un collègue anglais qui s'appelle Martin Pickford qui avait trouvé au Kenya une petite dent. Une petite dent, hein, il y a eu tout. Une dent, une molaire supérieure. Enfin, peu importe, mais une molaire supérieure qui avait une bonne allure d'humaine ou d'hominidé ou de préhumaine, et qui était bien dotée de 6 millions d'années. Et moi, j'en ai toujours tenu compte dans mes papiers, dans mes écrits, de cette petite molaire de 6 millions d'années, en disant, méfiez-vous, un de ces jours, on trouvera mieux. Et on va peut-être trouver le reste. Oui, ça y est, on a trouvé. Ouais. Et Martin Pickford et une collègue qui a été élève, d'ailleurs, qui a été ma thésarde, Brigitte Sonny, tous les deux ont trouvé le reste. C'est-à-dire que derrière la petite dent, il y avait tous les autres éléments de ce personnage qui aujourd'hui s'appelle Aurorine et qui est 2 fois plus âgé que Lucie, en effet. Alors, vous parcourez l'Afrique, la Mauritanie, après ce sera l'Algérie, la Tunisie, partout dans le monde. Vous êtes un aventurier, vous faites des campements, vous grattez la terre, vous êtes parfois poursuivi par des voleurs, vous risquez votre peau. Ça arrive. Ouais. Vous savez, quand on voyage, c'est jamais banal, quoi. Il se passe toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose quand on voyage, notamment dans des pays dans lesquels il n'y a pas trop de voyageurs, et dans certains même, il n'y en a pas du tout. Et à partir du moment où vous risquez à aller partout, il vous arrive forcément un jour des choses. On risque moins d'avoir des surprises lorsqu'on est dans son petit coin dont on parlait tout à l'heure, bien tranquille mais bien calme. Ceci dit, moi, je ne jette pas la pierre du tout aux gens qui veulent rester chez eux, hein, les sédentaires, pourquoi pas. Mais enfin, je ne suis pas de ceux-là, quoi. Oui, enfin, alors après, c'est Paris, le Collège de France. Alors, vous racontez une scène très émouvante. Vous êtes opéré, vous allez être endormi, et il y a une infirmière qui vous reconnaît au moment de vous endormir, et qui vous dit alors, elle vous chuchote quelque chose à l'oreille. Oui, c'est-à-dire que, enfin, vous êtes drôle parce que quand vous êtes là en salle d'op, c'est vous êtes comme un squelette, hein, c'est pas très fossile, marrant. hein. Oui. Oui, enfin, je suis emballé quand même, emballé. Et justement, pas emballé du tout ce jour-là, puisque avant d'être recouvert et avant de montrer, de dégager juste la petite partie qui va être opérée, qui va être découpée, bien sûr que vous êt là sous la piqûre de l'anesthésiste. Vous ne savez pas trop, enfin, vous savez un peu ce qui va se passer, bien sûr. Et moi, je voyage beaucoup aussi par mer, il faut dire ça en préalable. Donc, ma vie maritime est connue au moins de certains. Et je n'ai pas une année sans circuler sur une mer quelconque, hein. Jamais quelconque d'ailleurs. Et en l'occurrence, cette jeune femme s'approche de moi et me dit « Oh, Yves Coppens », me reconnaissant. Et puis, étant donné l'état dans lequel j'étais, à quai, au port, quoi, en gros. Et j'ai juste eu le temps avant de disparaître, parce qu'on s'en va vite, hein, de dire non, au mouillage. Pas encore à quai, oui. C'est extraordinaire. Alors, votre plus belle découverte, vous avez découvert des choses extraordinaires qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Votre plus belle découverte, vous le dites dans ce livre très touchant, s'appelle Quentin. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il se trouve que j'ai fait un enfantage, j'en ai fait qu'un. Et celui-là, ça a été vraiment une grande surprise, une grande découverte. Et je l'ai véritablement, je crois, bien ou mal, j'en sais rien, mais accompagné depuis sa naissance, quoi. Oui, en lui racontant des histoires, tous les soirs, comme ça. Le conteur qu'on aime, hein. Oui, je lui ai raconté ce que je viens de vous raconter, avec plus de détails parfois, parce qu'il y avait une petite histoire par soir. Et nous choisissions tous les deux
le secteur, le thème de la soirée, en quelque sorte. Et puis, je me lançais sur une histoire. Et puis, comme les enfants, beaucoup de gens, hein, moi le premier d'ailleurs, aiment les histoires, il écoutait vraiment très attentivement. Et je crois aussi que c'est une leçon de concentration, un petit peu. Vous lui avez certainement raconté cette histoire à l'école, quand un petit enfant malgache, et ça, vous le dites, c'est très émouvant, parce que vous êtes enfant, vous offre un morceau de coquille de son pays. Oui, alors j'ai été en effet très frappé par cette histoire-là, parce que j'étais tout jeune, j'avais 11 ans, et ce copain, on était dans la même classe, me présente un petit morceau de rien du tout, hein, même pas peut-être la dernière phalange, quoi, une phalangette, mais c'était pas une phalangette, c'était un petit bout de coquille d'œuf, très, très, très épais. Et ce morceau appartenait à une bête que l'on appelle l'épurnis, qui est une bête de 500 kilos, qui est un oiseau de 500 kilos, qui ne vole plus, évidemment. Et c'est une bête qui est éteinte. Donc c'est comme devant les monnaies romaines, quoi, c'est pareil. Quel que soit l'âge, mon émotion est la même, elle est la même aussi aujourd'hui. Donc je lui ai demandé de me la donner, il n'a pas voulu. De l'acheter, il a bien voulu. Et j'ai été très vexé, parce que le jour où il m'a proposé donc l'échange, où j'ai payé ce foutu petit morceau de coquille, il l'a cassé. Un morceau pour lui, un morceau pour moi. Moi, j'avais acheté... C'est un morceau, hein. De toute façon, c'était un morceau cassé. Mais je voulais le morceau cassé entier. Et puis, j'ai eu un morceau cassé du morceau cassé. Oui. Voilà. Ce qui est extraordinaire dans ce livre, Yves Coppens, c'est que vous racontez votre vie. Alors, d'abord, les années passent, c'est en 3 parties, on l'a bien compris. Mais finalement, au fur et à mesure que vous avancez, vous rajoutez les milliers d'années, aux centaines de milliers, aux millions d'années. C'est qu'au fond, en vieillissant, vous remontez dans le temps. Oui, c'est c'est pas extraordinaire. Oui, c'est pas exprès, mais c'est vrai que c'est dans l'ordre. Il se trouve que les découvertes que j'ai faites sont de plus en plus anciennes. Et les découvertes aujourd'hui que je signe ou co-signe avec des collaborateurs ou des élèves sont aussi plus anciennes que celles que j'ai trouvées. Donc ça va... Moi, je vieillis, vous voyez, mais mes découvertes vieillissent aussi. Et plus les découvertes sont anciennes et érudites aussi, plus elles sont en bon état, souvent. Oui, ça marche pas toujours, ça, quand même. Quelle extraordinaire vie. Vous avez réalisé vos rêves d'enfant, Yves Coppens. C'est ça un peu que vous dites. Oui, on peut dire ça un peu, oui. Vous y pensez des fois, oui. Oui, j'y pense, oui. Je suis, enfin, je sais pas, j'espère que vous le voyez, je suis heureux de nature et j'aime bien la vie, j'aime bien l'existence dans toutes ces branches, tous ces aspects, toutes ces facettes. Et donc, j'ai bien l'intention de poursuivre et de faire un autre livre un de ces jours. Oui, d'ailleurs, vous dites que les 83 premières années de ma vie étaient les meilleures. Bon, formidable. Mais au fond, vous le dites aussi, ce que vous avez aimé derrière tout ça, ce sont les gens. Au fond, l'humanité au sens large. C'est-à-dire que ce message profond de ces origines de l'humanité, finalement, donne de l'optimisme sur l'homme, sur cette terre pourtant tellement agitée. Oui, pas tellement. C'est pour ça que c'est vrai que j'aime les gens. C'est spontané et ça m'a facilité aussi les voyages et les contacts et les rapports avec tout le monde à travers le monde. J'aime bien les gens. Et non seulement j'aime bien les gens, mais je leur fais confiance. Si bien qu'il y a des conditions que je ne peux même pas vous décrire, où j'ai été emmené par des gens, ils auraient pu me faire n'importe quoi, il aurait pu m'arriver n'importe quoi. Personne ne savait où j'étais et personne ne m'aurait retrouvé, quoi. J'y allais avec une confiance qui se ressent sûrement. Et du coup, il ne m'est arrivé que de belles choses, quoi. Merci beaucoup, Yves Coppens. Origine de l'homme, origine d'un homme, vos mémoires événements, publiés chez Odile Jacob. On était ravis de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Yves Coppens. Toujours content d'être là aussi.